Bonjour, c'est La Voix est libre, 45 minutes pour partir à la rencontre d'une personnalité régionale. Et quand je dis régionale, je devrais dire mondiale en ce qui concerne notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Vous êtes considéré par la communauté scientifique comme un des meilleurs mathématiciens de la planète, ce qui s'est concrétisé il y a 4 ans par la remise de la médaille Fields. La médaille Fields est décernée tous les 4 ans à maximum 4 mathématiciens de moins de 40 ans et c'est la plus prestigieuse des récompenses. Puisqu'il n'y a pas de Nobel des mathématiques, la légende raconte que c'est parce qu'Albert Nobel ne voulait pas remettre de prix au mathématicien qui lui avait piqué sa maîtresse, mais c'est une histoire qui n'est pas du tout vérifiée. Est-ce qu'elle vous a longtemps obsédé, cette médaille? Du reste, vous le racontez dans votre livre, avant de la voir, et puis est-ce que depuis, elle a radicalement changé votre vie? La médaille Fields, est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir obsédant? Oui, je l'ai ressenti en même temps, pas pendant toute ma carrière, loin de là. C'est seulement quelques années avant de l'avoir reçu que j'ai compris qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait une chance à tenter. Et en même temps, vous savez, c'est le genre de choses qu'il faut arriver à oublier pour obtenir. Si vous y pensez trop, ça ne marchera pas. Elle vous a rendu célèbre vraiment, cette médaille Fields, qui est assez rare d'ailleurs pour un mathématicien. On oublie presque que vous l'avez partagé avec 3 autres mathématiciens, dont un autre français d'ailleurs, qui s'appelle Ngo Bocho. Mais finalement, on retient presque que vous, comme médaille Fields en 2010. Oui, je dirais que, contrairement à mon collègue Ngo, qui lui a préféré continuer à passer le maximum de temps à faire des mathématiques, je me suis dit que j'allais expérimenter et profiter de toutes les occasions qui étaient proposées pour communiquer sur les mathématiques à l'ensemble du public. Alors quand je dis toutes les occasions, au début c'est toutes les occasions, maintenant c'est seulement une petite partie des occasions, parce que la sauce a pris, si l'on peut dire, et beaucoup de sollicitations sont arrivées, précisément parce que très peu de gens parlent de mathématiques, surtout du point de vue du chercheur, du point de vue de celui qui fait les recherches. Alors, vous faites de la recherche, vous l'avez dit, c'est même la base de votre travail, de l'enseignement également. Vous avez longtemps été prof à Normal Sup à Lyon. Vous vivez aujourd'hui en région parisienne, mais vous vous considérez toujours comme lyonnais. Vous êtes chargé de cours cette année à l'université Lyon 1. Vous êtes surtout le directeur d'un prestigieux établissement qui s'appelle l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, qui est à Paris. C'est un des grands lieux de rencontre des mathématiciens du monde. Oui, mais je trouve que vous sous-estimez l'importance de ma tâche d'enseignant-chercheur à Lyon 1. Je suis toujours en tant que chercheur attaché à l'Université de Lyon et en tant qu'enseignant. J'ai toujours, là, vous voyez, j'ai un peu de craie, témoignage des 2 heures de cours que je viens de donner à la DOA sur le campus de l'Université Lyon 1. Alors oui, l'Institut Henri Poincaré, qui lui est à la fois universitaire et CNRS, Université Pierre et Marie Curie et CNRS, avec le soutien d'autres universités de la région parisienne. C'est le 2e plus ancien institut de mathématiques internationales dans le monde. Tout à l'heure, vous parliez des légendes concernant ce pauvre Alfred Nobel, et il est clair que, en ce qui concerne sa prétendue maîtresse volée par un mathématicien, il s'agissait d'une légende, mais le mathématicien pour qui il avait une aversion certaine, il s'agissait de Mittag-Leffler, et c'est lui, l'Institut Mittag-Leffler, le plus ancien institut de mathématiques dans le monde. Mittag-Leffler était un ami d'Henri Poincaré. L'Institut Henri Poincaré a été fondé après l'Institut Mittag-Leffler dans le même but de promouvoir la recherche mathématique internationale. Et voilà, on va regarder d'ailleurs ce que vous faites au quotidien, ce qui est votre métier, Cédric Villani, c'est d'être devant un tableau et puis de faire des maths. Et là, c'est en anglais en plus, pas toujours très évident. L'anglais est la langue de communication internationale. Savoir parler anglais, c'est pas vraiment être polyglotte. De nos jours, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde doit savoir parler anglais, même ceux qui maîtrisent à la perfection la langue française. On l'a compris, vous êtes un infatigable ambassadeur des maths. Vous en avez fait un roman autobiographique, on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi de votre look très particulier, qui est votre marque de fabrique, avec une spécialiste de la mode qui s'appelle Sophie la Modeuse, qui nous rejoindra. Mais auparavant, on va essayer de comprendre ce qu'il y a de fascinant dans les mathématiques, et je vais demander à Thomas Witt de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous aimez les maths. C'est aussi votre métier, mais dans un cadre assez différent de celui de Cédric Villani. Vous êtes prof dans un collège, le collège Henri Barbus de Vaux-en-Velin, qui compte un peu plus de 500 élèves. Il est dans ce qu'on appelle une ZEP, une zone d'éducation prioritaire, autrement dit une zone sensible.
ce qui apporte quelques avantages toutefois, hein, des locaux entièrement rénovés cette année, des classes allégées, et puis malgré tout quelques moyens pour enseigner. Juste un mot sur ce personnage que vous avez en face de vous. Est-ce que si vous étiez guitariste, ce serait comme avoir Eric Clapton par exemple? Oh, à peu près, oui, à peu près. Non, Cédric Villani, le Médaille Fields 2010, c'est vraiment, vraiment impressionnant d'être assis là en face de lui, de pouvoir discuter. C'est vrai que les mathématiques qu'il fait sont d'un niveau bien supérieur à ceux... Donc moi, c'est normal que je comprenne rien, mais vous non plus. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais à mes élèves. Voilà, je ne comprends pas non plus les mathématiques de Cédric Villani. Je pense quand même qu'on a ce point en commun, effectivement, d'aimer ça. Ça vous est venu d'où, vous? Alors je crois que Cédric Villani le dit aussi, c'est une rencontre avec un professeur de maths qui arrive à intéresser, qui montre la beauté de certains résultats, notamment en géométrie. Et puis après, un choix. Pourtant, moi, je n'ai pas fait les études vraiment pour être prof de maths. Et j'y reviens. Voilà, c'est cette passion, en quelque sorte, oui, des mathématiques. Cédric Villani, on dit souvent que l'école fait détester les maths. Mais l'école fait aimer les maths, c'est votre cas. Vous, c'est un prof, quand vous viviez à Toulon, quand vous étiez adolescent, qui vous a donné le goût des mathématiques, que vous n'aviez pas forcément à la base. Ce qu'on sait, vous savez, ce sont des questions très complexes. Il est certain que j'ai eu quelques enseignants particulièrement marquants. Je pourrais en citer un ou deux en particulier. Mais quant à savoir si c'est la rencontre, l'élément déclencheur unique, ça serait dur de s'aventurer sur ce terrain-là. On sait bien que pour toutes les vocations, il y a une part de rencontre, une part de goût personnel, une part de choix. Et puis, après tout, les choses se font. Il ne faut pas se poser trop de questions sur la façon dont viennent les vocations. Elles se font comme ça. L'enseignement des maths en zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire avec des enfants qui ont peut-être plus de difficultés que les autres du fait de leur milieu social, c'est particulier, c'est différent par rapport à un collège de centre-ville, par exemple? Alors, c'est différent, oui et non. C'est-à-dire que bêtement, le programme reste le même, ça c'est une certitude. Maintenant, peut-être que les moyens mis à disposition sont différents. J'ai par exemple la chance de n'avoir que 19 élèves. Et alors, voilà. Pardon, ça ne reste... On voit sur les images, hein, il y a des moyens, vous voilà. Faites cours avec un ordinateur, les enfants sont plus derrière des pupitres, comme on voyait tous alignés, mais en petits groupes. Et puis il y a un côté, je suis allé dans votre classe cette semaine, il y a un côté assez ludique, vous essayez de donner un côté assez ludique aux maths, vous êtes toujours en train de les faire participer. Alors effectivement, c'est une obligation, peut-être plus en zone d'éducation prioritaire qu'ailleurs. La participation, le travail de groupe aussi, d'où ma disposition de classe en îlot. Ça, c'est encore plus fondamental en zone d'éducation prioritaire. Je suis sûr que ça vous a donné envie d'y retourner. Ça faisait longtemps, effectivement, que je n'avais pas suivi un cours de maths. Est-ce que ça vous arrive, Cédric Villani, d'aller justement dans des classes... Alors, M. Witt, il a des classes de 6e. Il enseigne aussi, d'ailleurs, à des tout-petits, même à des enfants de maternelle. Oui. À Vaux-en-Velin également? À Vaux-en-Velin également, dans les écoles du secteur de mon collège. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants de maternelle sur les maths? Alors, sur les maths, pas grand-chose. On est sur la construction du nombre, sur la construction de la quantité. On est sur la neuropsychologie, plus ou moins. Et puis, on essaye de favoriser l'accès à la quantité, l'accès au dénombrement. Voilà. Savoir compter, c'est pas que savoir la chanson 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est aussi associer une quantité à tout ça. Quand on vous entend parler, M. Witt, on se dit mais tout va bien dans l'éducation nationale, et puis il y a des statistiques qui sont là, notamment des statistiques d'ailleurs qui sont d'éducation nationale, qui disent que 15% des élèves qui arrivent en 3e ne maîtrisent strictement aucune notion élémentaire en mathématiques. C'est un état de fait que vous dénoncez assez régulièrement, Cédric Villani, la baisse de niveau en mathématiques. Est-ce que ça vous semble être en effet une tendance, même si c'est aussi rassurant d'entendre qu'il y a des cours de maths dans des maternelles? Oui, alors là, je pense qu'on ne peut pas
nier le fait qu'il y ait une baisse de niveau d'ensemble sur les dernières décennies en mathématiques. Elle est allée de pair avec une simplification des programmes et une diminution des exigences. Elle est allée aussi de pair tout simplement avec une baisse des horaires. Qu'est-ce que vous entendez par une diminution des exigences ? Une diminution des exigences, moins de... les exigences sur le résultat, sur l'effort intellectuel correspondant. Résoudre un exercice de maths, c'est pas tellement donner la bonne solution. La solution en elle-même est accessoire. Ce qui est important, c'est de faire le bon raisonnement. Et le principal but du cours de mathématiques, c'est d'apprendre à faire un raisonnement qui tient droit. Alors après, selon que le raisonnement il est sorti de recettes toutes préparées que vous avez apprises par cœur ou selon qu'il a demandé un véritable effort de recherche, il y a une différence considérable entre les exigences. Il y a la question des exigences. Il y a eu une tendance d'ensemble de simplification qui est très nette dans les programmes des dernières décennies. Et il ne faut pas croire que simplifier va rendre les élèves forcément plus à l'aise. Le premier facteur qui rend les élèves à l'aise, c'est le temps disponible. Et de ce côté-là, les horaires ont décru. Et pourtant, on a toujours l'impression que c'est la matière reine, les maths, c'est-à-dire celle sans laquelle on ne réussira pas dans la vie. Il faut absolument être bon en maths et qu'on considère qu'il vaut mieux être bon en maths que bon en français. Et que quand on est bon en français et nul en maths, on est considéré comme un mauvais élève. Il y a toujours quand même cette force des mathématiques, des parents qui regardent d'abord la note de maths avant de regarder la note d'anglais. Ça existe toujours, ça. Ça existe toujours et ce cliché de mathématiques, matière de sélection, perdure. Alors que je vous garantis que peut-être ça a pu être matière de sélection à une époque, on ne peut pas considérer ça comme une matière de sélection maintenant. Ou en tout cas, ce ne sont pas les mêmes qualités qui sont sélectionnées que ce qui a pu avoir lieu. Et ça participe malheureusement de l'un des paradoxes français qu'on considère effectivement mathématiques, matière de sélection, et qu'on considère la filière scientifique comme la filière à tout prix, et que la filière scientifique est en fait une filière généraliste qui ne dit pas son nom. C'est bien pour ça que vous avez tant de surcharge de cours de toutes sortes en sciences. C'est bien pour ça que vous avez eu ce débat consternant dans lequel, dans un effort de redresser un petit peu la barre au niveau des simplifications, il y a quelques années, les cours d'histoire-géographie ont été éliminés de la terminale et alignés sur le calendrier des cours de français, et puis réinstallés quelques années plus tard après des protestations considérables. Si on n'admet pas qu'il y a, je suis désolé, c'est un truc qui me tient à cœur, si on n'admet pas qu'il y a des filières un peu distinctes et qu'on ne cherche, alors on ne va pas s'en sortir. Si on continue à préserver cette idée que la filière scientifique est en fait la filière généraliste, on ne peut pas imaginer non plus une revalorisation de la filière littéraire. Est-ce que vous partagez les sentiments de Cédric Villani sur cette baisse de l'intérêt pour les mathématiques? Cette idée, oui, que l'intérêt pour les mathématiques baisse, effectivement, je la partage. Maintenant, les mathématiques font peur. Est-ce que vous constatez une baisse du niveau, alors qui est scientifiquement établie, mais vous, sur le terrain, est-ce que vous la ressentez? Non, pas spécialement, non, pas... Alors, c'est particulier. Avant d'enseigner en ZEP, j'ai enseigné dans d'autres collèges. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une réelle baisse du niveau. J'ai peut-être pas assez de recul non plus. J'enseigne depuis une douzaine d'années. Donc, voilà. Maintenant, c'est vraiment, je répète, l'idée que les mathématiques font peur. Alors, je pense que c'est aussi un rapport avec le statut de l'erreur et toute la pédagogie qui va autour. À tel point, par exemple, dans votre classe de 6e, les élèves ne sont pas notés. Alors, effectivement, au collège Henri Barbusse, les classes de 6e, il y a une expérimentation qui a maintenant plus de 10 ans et où nous avons abandonné la note pour les classes de 6e. Donc, les élèves sont évalués en compétences avec 4 degrés d'acquisition. Et tout ça pour effectivement essayer un petit peu peut-être de donner du sens, un peu plus de sens aux apprentissages, adoucir aussi le passage école primaire et collège. On va les écouter justement, vos élèves. On leur a demandé s'ils aiment les maths. Par exemple, là, les fractions, des fois j'ai un peu de mal à tout partager comme il faut.
etc. Des fois, dans les multiplications, des fois, j'ai des difficultés. C'est toujours plus difficile. Mais, mais j'y arrive. J'aime bien les maths, oui, mais c'est pas une matière que j'aime beaucoup. Je sais pas trop comment expliquer ça. En tout cas, c'est bien les maths. En fait, j'aime pas les maths en vérité. Parce qu'il y a des trucs que j'aime bien et des trucs que j'aime pas. Mais pourquoi tu n'aimes pas? Parce que j'arrive pas. Et il y a des difficultés que je comprends pas. Je veux pas passer ma vie à faire des mathématiques, mais j'aime bien un peu, moyennement. En tout cas, on leur a expliqué aux élèves de cette classe que Cédric Villani était sur le plateau aujourd'hui. Et spontanément, il y en a qui voulaient leur poser des questions. Vous avez amené le petit papier qu'ils ont écrit. Je vous laisse poser les questions des élèves de cette 6e du collège Henri Barbusse de Vaux-en-Velin. Donc, allez-y. effectivement, on a présenté la raison pour laquelle on était là. Et un élève a souhaité savoir pourquoi vous aviez choisi d'être mathématicien. La question est très précise. C'est pas pourquoi j'ai choisi de faire des mathématiques, c'est pourquoi j'ai choisi d'être mathématicien. Et la réponse à la question, c'est parce que j'ai fait une thèse qui m'a plu. C'est vraiment un choix tardif. Dans toute la carrière d'un universitaire, le diplôme de thèse, c'est le diplôme le plus important, celui dans lequel vous apprenez ce que c'est que le métier de chercheur, ce que c'est que le métier de mathématicien. Et si l'expérience est réussie, vous continuez. Si elle ne l'est pas, vous changez de métier. Une autre question? Ouais, alors une question que j'aurais pu vous poser. Est-ce que vous trouvez compliqué ce que vous faites? La réponse est oui, très compliqué, et c'est comme ça. Chaque heure de cours que je fais à l'université me demande un minimum de 3-4 heures de préparation. Et il n'y a pas un cours que je prépare qui ne me pose pas des difficultés. Être chercheur, c'est connaître la difficulté tous les jours, connaître l'erreur régulièrement, connaître la tête qu'on se fracasse contre les murs régulièrement aussi. C'est quelque part une vie qu'on choisit et on apprend à aimer ce sentiment de difficulté. C'est comme un sportif, vous savez. Tout à l'heure, on disait mathématiques, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui est difficile. Je pense qu'on ne peut pas soutenir que la mathématique est une activité facile. Ce n'est pas une activité naturelle. C'est facile pour personne. La question, c'est une... Et pas pour moi non plus. C'est une question de rapport à l'effort après. De la même façon que personne ne peut soutenir que ce soit facile de courir un 100 mètres. Mais on aime bien se préparer, s'entraîner, progresser, comprendre que quand on change un petit peu son entraînement et sa façon de lancer la course ou de faire le finish, on arrive à des résultats différents. Là, se sentir progresser, là, c'est quelque chose qui peut enthousiasmer, même ceux qui trouvent ça très difficile. Merci beaucoup, Thomas Witt, d'être venu sur le plateau. Bon retour dans ce collège Henri Barbusse de Vaux-en-Velin. Alors, vous n'êtes pas qu'un matheux, Cédric Villani. Vous avez un certain goût pour la littérature avec un livre biographie que vous avez intitulé « Théorème vivant ». On a rencontré un de vos lecteurs. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'Alexis Génie, lui-même romancier, lauréat du prix Goncourt pour l'art français de la guerre. Alexis Génie a lu votre livre en entier et il a des questions à vous poser. Bonjour Cédric. Donc vous êtes un scientifique, je suis aussi un scientifique, du moins par ma formation. Vous êtes également un romancier puisque vous avez écrit un livre, je suis également romancier. Et j'ai lu votre livre, je l'ai lu de bout en bout, ce qui n'est pas facile, il faut le dire. J'ai lu tout ce qui était écrit en français. Je n'ai pas lu les pages d'équations qui sont un petit peu complexes pour moi car je ne suis qu'un pauvre biologiste. Mais il y a quelque chose de très étrange dans ce livre, c'est qu'il y a des pages entières qui échappent totalement à ma compréhension. C'est-à-dire tout ce qui parle de votre recherche mathématique. Et là, je ne comprends rien. Ce sont des mots qui sont pourtant des mots courants, mais qui sont assemblés d'une façon étrange, qui ont un sens étrange. Et il y a des pages qui sont de la poésie brute, où je reconnais les mots, mais il n'y a pas de sens. Mais je les ai lus. Je les ai lus parce que c'était une forme de poésie. Alors la question que je me pose et que je vous pose, c'est dans quel esprit avez-vous écrit ces pages? Est-ce que vous saviez qu'elles seraient incompréhensibles à la plupart des gens? Est-ce que vous avez joué avec cette poésie?
Ou est-ce que finalement, complètement obsédé que vous êtes par les mathématiques, vous imaginez que tout le monde peut comprendre ces pages-là? Voilà, c'est une question que je me pose. Êtes-vous un mathématicien naïf ou êtes-vous un poète qui assumez votre poésie? Elle est bien formulée, sa question, du collègue Génie. Alors, poésie peut-être, mais certainement pas la mienne, puisque je me suis contenté d'écrire ce qui se dit dans la communauté et dans cet ouvrage. C'est le reflet fidèle de la façon dont nous, mathématiciens, parlons entre nous, de la façon dont nous écrivons, de la façon dont nous recherchons. Et évidemment, je n'ai pas pensé que les lecteurs pourraient comprendre. C'est même le contraire. Je suis surpris que des gens puissent penser que cette pensée m'ait traversé l'esprit. Les mots même que j'ai employés, la façon dont c'est tourné, fait que c'est impossible à comprendre, même pour un professeur de mathématiques, même pour un chercheur professionnel, s'il n'est pas exactement dans le sujet ou sur le travail. Et comme les discussions sont tronquées, à la limite, il n'y a que moi et mon collaborateur qui peuvent comprendre exactement de quoi il est question. N'empêche que c'est le reflet fidèle des conversations que nous avons pu avoir. Et précisément, ce livre, il avait pour ambition de montrer le monde de la recherche exactement tel qu'il est. Sans simplification, sans triche et sans effort pour le lecteur. Et j'insiste bien, sans effort. Si j'avais commencé à mettre des données compréhensibles, des articles de vulgarisation, tels que des explications, telles que vous envoyez dans les journaux scientifiques, le lecteur aurait réfléchi pour comprendre ce que ça veut dire. Ici, le lecteur n'a aucun moyen de comprendre. Donc pour vous, c'est un langage clair, et pour nous, c'est de la poésie... Même pour moi, quand je le relis, vous savez, 4 ans après, je ne comprends plus de quoi il est question vraiment. C'est censé être juste le reflet de comment ça se passe. Et de sorte que le lecteur passe toute son énergie mentale à comprendre ce qui se passe, quelle personne se rencontre, quelle est la vie que mène le mathématicien, et zéro de son énergie mentale à comprendre sur quoi il travaille. Vous savez, c'est comme si vous voulez expliquer, si vous voulez faire ressentir à vos enfants, je ne sais pas si vous avez un jeune enfant, à quoi consiste votre métier au quotidien. Il y a 2 façons. La première, c'est de lui dire, je vais t'expliquer, voilà ce que je fais, utiliser des mots que l'enfant connaît, de simplifier. Et la deuxième façon, c'est de l'emmener avec vous au travail, le mettre dans un coin et de le laisser regarder. Les adultes parleront leur langage, il ne cherchera pas à comprendre, mais il regardera. Et il ne vous a pas échappé que notre invité a ce qu'on appelle en bon anglais un look assez particulier, la lavalière, la broche araignée. On va en parler avec une spécialiste, Sophie Lamodeuse. Venez nous rejoindre, Sophie. Vous avez un blog qui est assez fréquenté, il commence à faire pas mal parler de lui, qui parle de quoi en gros? De mode, de look, de bons plans, de bonnes adresses à Lyon, mais également dans la région. Voilà, c'est mon espace au quotidien où je partage mes looks et mes découvertes. Alors, en termes de look, Cédric Villani est quand même parfait. Je dois dire que j'aime beaucoup. Oh, merci. Comment vous définiriez le look de Cédric Villani? Suranné, un peu ancien, intemporel? Je dirais plutôt intemporel, puisqu'il a vraiment des codes du temps. Et donc... c'est une lavalière d'ailleurs qu'il a? Comment? C'est une lavalière? Ou un ascot? Une lavalière. Ici, il y a les deux. Voilà, il y a une lavalière et un ascote. Un ascote. Je vois que vous connaissez la distinction entre les... Elle est très... Pourtant, c'est vraiment... Alors, la distinction est très, très fine quand même. C'est une question qu'on vous pose souvent, mais pourquoi? Pour créer un personnage? Effectivement, on la pose souvent. Les journalistes me la posent, mais aussi les enfants, quand je vais faire des exposés dans les classes, on la pose. C'est même la première, je pense. Tout le monde, souvent. Et la réponse, c'est, écoutez, c'est juste pour être moi. J'avais 20 ans ou peut-être, quelque chose comme ça. Vous savez, on sort de classe préparatoire, on a un look taupin, c'est le mot, nerd. Et puis un jour, on se dit, quand même, il est temps que je trouve mon identité en termes de vêtements. Et alors, j'ai fait des expériences, j'ai rencontré, et il y a eu des déclics, des choses par hasard, des coups de chance, si l'on veut. Et puis, j'ai fait des expérimentations jusqu'à ce que je me dise, voilà, ça c'est mon look. Et puis voilà.
Alors, et surtout l'araignée qui frappe, la broche L'araignée araignée. est plus récente, ça fait seulement une grosse dizaine d'années. Ça, vous en avez toute une collection. Hein. J'en ai une bonne trentaine, oui. Celle-ci a été faite par un artiste touareg. C'est une commande passée à un artiste basé à Niamey. Pourquoi les araignées? Et ça, c'est la question à laquelle je ne réponds jamais. Je suis sûr qu'il y a peut-être la mathématique de la toile qui vous intéresse, non? Vous voyez, il faut jamais... C'est comme en poésie. Tout à l'heure, Jenny parlait de poésie. Quand on fait de la poésie, il faut créer un univers et ne pas trop expliquer. Et par exemple, ne pas mettre de ponctuation ou éliminer toutes sortes de choses qui rendraient trop explicites. Et bien, c'est pareil avec l'araignée. Tout de suite, ça vous mène à trouver vous-même des solutions personnelles. Sophie, est-ce que Cédric, il est un peu dans l'imaginaire du savant, comme on le voit au cinéma ou en BD? Alors, je trouve en plus que c'est très bien parce que vous avez employé juste le terme savant, parce que souvent, moi j'ai lu des choses, on le dit savant fou, et je crois qu'il n'est pas du tout fou, au contraire. Il sait exactement où il va, il a totalement exploré la mode. Donc, son look est extrêmement travaillé, et il appartient plutôt au dandy chic, je dirais. C'est le look, l'apparence et les reflets de la personnalité? En tout cas, c'est celle qu'on a envie de faire passer. Parce que finalement, beaucoup de gens... Alors moi, vous voyez, par exemple, tout le monde est habillé comme ça, avec un costard, surtout pour faire de la télé. Bah, vous n'avez pas strictement aucune personnalité, originalité. Oui. Alors, à son contraire, est-ce que, je me demandais, Cédric Villani, quand vous êtes en vacances, par exemple, on peut vous croiser au bord d'une plage en t-shirt et jean? Ou vous êtes vraiment tout le temps comme ça? Faire des randonnées, non, je vais changer de tenue. Pour faire du vélo, c'est pas adapté. Hein. Mais alors à ce moment-là, vous mettez des chemises amples, à volant. Ça aurait pu. Peut-être que vous changez. Des fois, il y a toute une organisation. L'automne dernier, quand j'étais à Berkeley, mon bureau était tout en haut d'une forte colline. J'habitais en bas. J'avais un costume en haut, un costume en bas, et puis le temps du trajet de vélo entre les deux, je prenais le costume short et t-shirt. Hein. C'est vrai que je n'ai pas exploré du côté des chemises amples pour faire du sport. Ça peut être sympa. Pour être sympa. Avec les volants. Les volants, oui. Non, mais en plus, j'ai commencé... Avant de me mettre au costume 3 pieds, j'avais fait des expérimentations avec des chemises amples, avec volanté à la mousquetaire. Oui. Très confortable. Oui, parce que là, vous portez des boutons de manchette. Bouton de manchette. Assorti. Alors, je me posais la question, araignée ou pas araignée non plus, le détail? Scarabée. Et il y a une raison pour le scarabée ou c'est comme l'araignée, on ne pourra pas savoir? Oh ben écoutez, au point où vous en êtes, vous pouvez très bien accepter ça comme un nouveau petit mystère. Vous êtes un fan de bande dessinée, les personnages de BD, ils ont un costume qui permet de les reconnaître au premier coup d'œil. Il y a cette influence-là, en tout cas, de la bande dessinée. Tintin, il a son pantalon de golf, Spirou, son costume de groom. Qui sait? Écoutez, je ne vais pas essayer de faire une sorte d'autopsychanalyse où on va chercher à trouver par quel ressort psychologique j'ai convergé vers. On vous a mis un Marsupilami parce qu'on vous surnommait Marsuvillani quand vous étiez étudiant. Marsupilami, c'est moi. Mais effectivement, je suis un fan de bande dessinée. Je suis en train d'ailleurs de travailler sur une bande dessinée avec un dessinateur professionnel. Peut-être que cette histoire de costume reconnaissable, ça a pu jouer une influence à un niveau inconscient, mais qui sait? Il ne faut pas trop chercher des explications dans la vie. Merci Sophie. On va retrouver vos billets sur votre blog, Sophie la modeuse, sophielamodeuse.com. Alors juste un petit mot, parce que vous organisez un vide dressing à Lyon, c'est le 22 juin. Exactement. En 10 secondes, c'est quoi? Un vide dressing, c'est un lieu où on peut faire des bonnes affaires, trouver des vêtements de seconde main, en très bon état, pas cher, et des vêtements de marque. Et si vous avez des vieilles araignées à vendre, peut-être que vous aurez Cédric Villani parmi vos clients. Merci beaucoup Sophie d'être venue. Cédric Villani, lui, reste avec nous, il est midi. On va prendre le temps de faire un point sur l'actualité en Rhône-Alpes en ce samedi midi. Et c'est en compagnie d'Olivier Michel. Bonjour Olivier. Merci Olivier. Et à ce soir 19h, Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, directeur de l'Institut Henri Poincaré, est notre invité pour encore une vingtaine de minutes. On va commencer cette deuxième partie, comme d'habitude, par une citation.
Je suis né à une époque où on peut demander à toute une génération d'adolescents de travailler sur des problèmes que les meilleurs mathématiciens de la planète au Moyen-Âge auraient été incapables de résoudre. Une citation de Frédéric Morlot, que vous connaissez certainement, Cédric Villani, mathématicien lui aussi, qu'il a dit au site Huffington Post le 22 mars dernier. Il est notamment auteur d'un ouvrage de vulgarisation qui s'appelle « Les illuminations d'Albert Einstein » et qui va le contrepoint d'une enquête qui s'appelle l'enquête PISA, sur la baisse du niveau de maths dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que quand même, malgré tout, le niveau que des très jeunes ont atteint en maths n'a plus rien à voir avec ce que les anciens pouvaient connaître ? Alors, il est impossible de comparer. Quand vous dites anciens, vous pensez aux mathématiciens du Moyen-Âge ? Oui. Impossible de comparer. À cette époque-là, l'éducation était réservée à une élite. Il n'y avait rien de comparable avec le processus d'éducation de masse que nous avons maintenant. Évidemment que le niveau d'ensemble d'éducation d'une personne quelconque au Moyen-Âge était très inférieur au niveau de maintenant. Il y a une spécificité française, malgré tout, sur la médaille de Fields, dont vous êtes un des lauréats. Il y en a eu 11 en France depuis la création de cette médaille dans les années 30. Les États-Unis, eux, n'en ont que 13, alors que si on compare, par exemple, les prix Nobel, les États-Unis en ont beaucoup plus que la France. Il y a une vraie excellence française de mathématiques, une école française de mathématiques. Oui, il y a une véritable excellence, et même si ça un sens limité de parler de performance nationale dans un contexte foncièrement international, on considère d'habitude que la France, sur l'échiquier international mathématique, c'est le deuxième grand pays après les États-Unis. Depuis 20 ans, il y a une médaille Fields tous les 4 ans, systématiquement. À chaque fois qu'on remet une médaille Fields, il y a un Français dedans, presque. Souvent. Et plus important, ou au moins aussi important peut-être, la France est régulièrement la deuxième nation la plus représentée dans les conférenciers invités au Congrès international de mathématiques, qui est l'événement mondain qui, tous les 4 ans, réunit tous les mathématiciens, enfin beaucoup de mathématiciens de la planète, et voit l'attribution des médailles Fields. Du coup, on a beaucoup parlé tout à l'heure avec Monsieur Witt de l'enseignement de base à des enfants, des mathématiques, mais au niveau supérieur, finalement, ça va pas si mal. Au niveau supérieur, ça va même très bien quand vous prenez la petite proportion qui se débrouille si bien en mathématiques qu'elle souhaite en faire son métier. Mais ce n'est pas le seul indicateur, loin de là. Et vous savez bien, et c'était l'une des conclusions les plus importantes de la dernière étude PISA, qu'en France, la France est caractérisée par son écart considérable entre les têtes de classe et les queues de classe, si l'on veut, beaucoup plus que dans d'autres pays. On parle même d'innumérisme, on parle souvent de l'illettrisme, des gens qui ne savent pas lire et écrire, mais il y a l'innumérisme, des gens qui ne savent pas compter ou ne connaissent pas des notions mathématiques de base en arrivant en seconde. Oui, vous parlez de la seconde et ce n'est pas anodin. On sait bien que c'est le collège, la partie la critique, la plus délicate sur l'ensemble du cursus, celle qui pose le plus de problèmes. Et parler de mathématiques, mais ce n'est pas l'enseignement mathématique en France qui pose un problème, c'est l'enseignement tout court. Il n'y a pas besoin de faire des études poussées pour savoir qu'il y a une réalité de malaise enseignant. Et il n'y a pas un ministre qui ne fait pas sa réforme de l'éducation. Pourquoi vous avez l'impression qu'elles échouent ? Chaque ministre fait sa réforme de l'éducation et la plante. Oui, c'est comme ça depuis fort longtemps. Et c'est un poste dans lequel nous avons rarement de la stabilité. Nous avons beaucoup de choses qui se démènent, de sentiments. Il est très difficile de faire des réformes, sinon impossible de faire des réformes dans un cadre serein. Il y a une très grande rigidité de l'ensemble. C'est très difficile. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est un des plus difficiles de tous. Pour l'enseignement supérieur, est-ce que vous avez une crainte en période de forte restriction budgétaire que l'enseignement supérieur soit touché ? Il estime d'ailleurs être déjà fortement touché avec des moyens qui sont même des moyens de quotidien, de chauffage, de choses comme ça, qui se ressentent dans les cours de tous les jours. Est-ce que vous craignez que l'effort budgétaire demandé en ce moment par le gouvernement se ressente dans votre pratique ? Je pense que tous les scientifiques le craignent, qu'il va y avoir effectivement un resserrement budgétaire à ce niveau-là. Il faut garder en tête, au moment de faire un budget, que quand vous travaillez sur le budget de l'enseignement supérieur, c'est un budget d'investissement à l'échelle de la nation. Les budgets, l'éducation et de l'enseignement supérieur sont des budgets d'investissement. Dans un cas, vous investissez sur la science du futur, dans l'autre cas, sur les cerveaux du futur. Ce sont des budgets plus importants que les budgets d'action immédiate. On sait bien, en période difficile, même si c'est dur, il faut penser en priorité à l'investissement.
Vous êtes en train de travailler sur un MOOC. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est. Un MOOC, Massive Open Online Course. L'acronyme français, c'est le FLOW, pour la formation libre ouverte à tous, la formation en ligne ouverte à tous. Un MOOC, c'est un cours qui est conçu pour être vidéodiffusé, qui est conçu pour avoir une présentation qui se prête bien au jeu des retransmissions et qui va être consulté en ligne par des gens à travers peut-être toute la planète. On connaît des MOOC aux États-Unis qui s'adressent à 10 000, voire 100 000 élèves à la fois. Donc ce n'est pas simplement un cours filmé, c'est un cours qui est conçu pour avoir une vie sur l'Internet. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place ? Je prépare pour les premiers jours de 2015. Et c'est tout un travail de scénarisation en particulier. Et qui s'adressera à qui ? Alors pas forcément à des étudiants de haut niveau, mais à des lycéens ou à n'importe qui d'ailleurs qui a envie de se perfectionner en maths. Le premier, je commencerai par un cours de niveau intermédiaire entre licence et master. Et l'année d'après, j'en préparerai un qui s'adressera effectivement à des lycéens ou des collégiens ou toute personne soucieuse de suivre un cursus de secondaire, voir à quoi ça ressemble, faire les exercices, se replonger dedans peut-être. Deuxième citation, elle est signée, celle-là, de l'éditorialiste polémiste, on va dire, du Point, Charles Consigny, qui est quand même classé bien à droite. C'était quelques semaines avant les dernières élections. Vous avez le sourire, parce que vous savez de quoi je vais parler. À propos des élections municipales à Paris, il avait écrit ceci: « Le comité de soutien dont Madame Hidalgo est si fière est un plateau du grand journal pendant le festival de Cannes, et l'abus de faiblesse sur ce pauvre Cédric Villani ne fera pas illusion. » Vous étiez président du comité de soutien d'Anne Hidalgo pendant les municipales. Pourquoi cet engagement qui a pas mal surpris ? Oui, l'engagement a pas mal surpris. Je suis surpris qu'il ait surpris. Et même, c'est un signe des temps. Vous savez, on vit dans l'un des maux les plus graves, je pense, dans notre société actuellement, c'est qu'il y a une défiance de la sphère publique pour la sphère politique. Quand je dis la sphère publique, je veux dire les citoyens. Et quand on regarde les indices de confiance, on voit que les scientifiques sont très hauts et les politiques très bas. Très, très bas en termes de la confiance. Et ça semble saugrenu qu'un citoyen quelconque, qui ne soit pas un professionnel de la politique, donne son avis, s'engage dans une élection, dans un débat public. Ça devrait être le contraire, je veux dire. Mais vous êtes d'accord que ça va vous marquer, Cédric Villani ? Voilà, maintenant, ça veut dire Cédric Villani est de gauche, puisqu'il soutient la candidate socialiste. J'espère bien que non. Et si vous regardez mon discours de présentation du comité de soutien, j'ai bien mis un point d'honneur devant devant toute une assemblée réunie en soutien à Anne Hidalgo, d'expliquer que j'étais ni de droite, ni de gauche, ni du centre, mais simplement du côté de ceux qui sont bons. Vous savez, à gauche comme à droite, il y a des bons politiques et des mauvais politiques. Vous auriez pu être président d'un comité de soutien d'une personnalité de l'UMP ? Bien sûr. Il y avait beaucoup de people dans ce comité de soutien. Jacques Higelin, Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui, Gérald Je vous arrête tout de suite. Oui. Là, vous avez lu la prose de ce cher Consigny, qui est assez enlevé d'ailleurs, même si je suis un peu attendri de voir qu'il parle d'abus de faiblesse me concernant. C'est bien de voir qu'il a le souci de ce qu'on ne me fasse pas de mal. Mais les gens ont parlé de ces people, mais ils sont qu'une fraction ridicule du comité de soutien. Le comité de soutien, c'était plus de 1000 personnes, hein, et il était ouvert à tous. Précisément, ce comité de soutien, on l'a fait de manière qui est de tous les métiers, y compris des boulangers, y compris des postiers, y compris des syndicalistes, policiers, tout ce que vous voulez. Dans un comité de soutien, ce dont on a besoin, c'est de tout le monde. Après, c'est pas mon problème si la presse va sélectionner juste ceux qui sont chanteurs médiatiques, c'est le problème de la presse. C'est le président est médiatisé et les people, chanteurs, acteurs, etc. sont médiatisés également. C'est forcément des gens que vous avez fréquentés un peu de près. Il y a quoi, une attirance, une fascination ? Je suis désolé, c'est pas mon genre d'être en contradiction avec mon hôte, mais sur ce point, vous voyez, c'est pas un comité de people, c'est un comité de tout le monde. Il y a quelques people et il se trouve que la presse a insisté sur cela, mais ce n'était pas du tout notre intention. Et maintenant,
Le comité de soutien est derrière vous, l'élection a eu lieu, Anne Hidalgo a été élue maire de Paris, et maintenant, est-ce que la politique est quelque chose qui vous intéresse, ça on l'a compris, mais dans laquelle vous pourriez vous investir? Vous investissez déjà dans l'éducation, vous faites des choses bien au-delà de la recherche fondamentale que vous exerciez avant la médaille Fields. Vous avez envie d'aller plus en avant dans la politique? Écoutez, on verra le jour où il y aura une opportunité, un projet. Pour l'instant, j'ai de quoi m'occuper, hein. Être directeur d'institut, c'est un job politique. Déjà, politique, ça veut dire s'occuper de l'organisation de la cité. Et quand vous êtes directeur d'institut, en l'occurrence un institut parisien, ça veut dire qu'il faut avoir en tête toutes les grandes institutions parisiennes. Si vous voulez vous développer, il faut savoir de quel côté insister. J'ai un gros projet sur lequel je travaille en ce moment avec l'Institut de développement, de création d'un musée mathématique. C'est un projet qui va mettre au moins 4 ans à se réaliser. En soi, c'est un processus, c'est une tâche d'aménagement de la société, donc une tâche politique. Vous critiquez par exemple la manière dont l'éducation nationale travaille. Est-ce que vous seriez intéressé, vous, pour vous impliquer plus avant, justement? Je ne dis pas que moi je ferais mieux. Mais avoir un rôle dans l'éducation nationale, c'est quelque chose que je fais déjà. D'ailleurs, d'abord, vous avez peut-être vu passer, ou peut-être pas, qu'il y a quelque temps, j'avais rédigé une tribune dans Le Monde pour parler des ESP, les établissements de formation des enseignants, et dont je craignais à l'époque qu'ils ne retombent dans les travers déjà connus par le passé des IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres. Mon souci était réel à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, ce que je considérais comme un danger est devenu, dans beaucoup de cas, une réalité. Beaucoup de gens maintenant parlent de ces ESP comme d'IUFM ressuscités. C'est un exemple d'engagement politique en un certain sens. Est-ce que ça vous rend heureux d'avoir, dans un certain sens, rendu à nouveau les mathématiques un peu médiatiques, un peu populaires, en justement vous exposant personnellement? Oui, ça c'est quelque chose qui me rend heureux, mais vous savez, moi je suis toujours heureux d'habitude. Mais il y a eu vraiment il y avait un manque, il y a quelque chose que j'ai ressenti de la part du grand public comme un très fort appétit. Tout à l'heure, on a entendu Génie expliquer comment il a lu mon roman, il a lu mon ouvrage, sans rien comprendre aux parties mathématiques. Évidemment, elles étaient là comme illustration, pour ainsi dire, impressionniste, mais pas comme tentative d'expliquer ce qu'était la recherche mathématique en elle-même. Et voyez ce qu'il a dit, il l'a lu en entier. Il y avait un appétit, et ce même appétit, il a été partagé par des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Tous ceux qui sont allés voir le documentaire d'Olivier Payon parlant de mathématiciens, dans lequel j'étais en scène, ceux qui ont lu mon ouvrage, ceux qui ont lu la collection d'ouvrages Le Monde des mathématiques que j'ai parrainé pour Le Monde et pour RBA. Il y a eu 560 000 exemplaires vendus de cette collection. Ambassadeur des maths. C'est un rôle qui a rendu beaucoup de gens heureux, je crois. Merci beaucoup, Cédric Villani, d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Je vous donne rapidement les programmes de l'après-midi sur France 3, 15h20, documentaire sur le circuit automobile de Charade, où a été disputé les Grands Prix de Formule 1 dans les années 70. Et puis, Chronique d'en haut vous emmènera dans le massif des Carpates en Pologne. Merci d'avoir suivi cette émission. Excellente semaine à tous et à très bientôt.